de la self-défense, c'est un concept. C'est un concept qui est articulé autour de ce genre de choses notamment. Donc ça veut dire que c'est juste un mode de pensée et un mode de fonctionnement, d'accord? Le combat réel, si je puis dire, il est très différent de ce qu'on peut imaginer. On est un peu intoxiqué de pas mal de choses, de films notamment. On a imaginé que les combats se passaient d'une manière ou d'une autre. Pareil, sans fantasmer, le fantassin moderne a très peu de chances, entre parenthèses, de venir combattre au corps à corps. Okay. Ça ne veut pas dire que c'est jamais arrivé, hein. Ça veut simplement dire que il a un outil qui va lui permettre d'éviter ça, et c'est complètement logique qu'il l'utilise en priorité. Et il a un outil de secours si le premier marche pas, plus un outil encore de secours et ainsi de suite. D'accord? Il est rarement tout seul, tout ça. Donc l'idée c'est vraiment pas de fantasmer. Après, dans l'histoire, il y a eu des gens effectivement qu'on se sont retrouvés sur des distances d'imbrication assez importantes. Vous avez ceux qui nettoyaient les tunnels au Vietnam notamment, et puis dans les tranchées. Et en fait, ces gens-là, quand ils témoignent, ils vous diront que les choses étaient très simples, plus simples qu'on ne l'imagine. C'est énormément de brutalité, beaucoup d'abnégation. Il y a des freins qui ont sauté au fur et à mesure, et du générique, d'accord, simple. Donc, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que plus c'est compliqué, plus vous allez vous prendre la tête. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à s'améliorer. Le complexe dans la pratique martiale, il va développer tout un tas de qualités, autres que physiques. Hein. Je parle même neuro et physiologique. Vous allez vous prendre la tête pour faire des liens, essayer de comprendre comment vous positionnez, et voilà, dans une situation de conflit ou un truc, il ressortira des morceaux. Mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, on met ça dans un shaker, on secoue, et le jour J, on gerbe ça sur la gueule du mec et on voit ce qui sort. Ok? Parce qu'en fait, c'est jamais exactement comme on voudrait. Ça, il ne faut pas non plus mettre tout à la poubelle sur les arts martiaux traditionnels. Il faut juste, encore une fois, c'est que peu importe le style qu'on pratique, silat, même si j'ai forcément un amour premier pour le silat et les silats de manière générale, pour plusieurs raisons qui sont que on est encore sur un pur produit distillé de guerre assez récente. C'est très pragmatique et on est encore dans l'art martial. Donc pour moi, c'est le mélange parfait. Ok. Cela étant dit, c'est en train de changer aussi, parce que comme beaucoup d'arts martiaux traditionnels, même s'ils ont été modernisés sur plein d'aspects, petit à petit on en sort parce que c'est l'aspect qui peut être à la fois fédéral, l'aspect civil, on n'est plus en guerre, d'accord. On n'a jamais été dans un monde aussi peu violent, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc forcément, on n'est plus dans les jeunes de Bornéo, quoi. Maintenant, encore une fois, tout ce que vous pouvez apprendre qui vous perfectionne et qui améliore votre motricité fine, complexe, voire lourde, c'est des choses qui rentrent dans le premier cercle en fait. Et c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que la technique, à proprement parler, même si elle devrait être sur le deuxième cercle, il y a beaucoup de techniques qu'on apprend dans les arts martiaux traditionnels qui développent votre premier cercle et pas votre deuxième, contrairement à ce qu'on pense. Parce que le deuxième, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez jamais le temps de faire tout ce que je viens de vous montrer là. Un coup sur deux, le mec, il aura déjà la rétine par terre, ou il sera assommé, ou alors vous vous serez fait sécher au départ de la technique parce qu'il vous aura anticipé, il aura décidé de prendre l'initiative avant vous. Ok. Donc autour de ça, on met plein de choses qui vont permettre d'éviter de se retrouver là. Ce qui est important que vous reteniez de tout ce qu'on a fait là, c'est ces deux situations. Vraiment. Celle-ci, s'il tape le premier, vous la bloquez pas. D'accord? C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. Donc après, ça plaît pas forcément à beaucoup de pratiquants martiaux, parce qu'ils disent ouais, mais je vous dis que souvent quand on tourne dans les salles, dans les machins, les mecs vous disent ouais, mais alors ouais, mais si tu me bloques comme ça, moi je peux revenir avec mon poing ici et je peux faire ça. Voilà, c'est des bagarres de mythos en vrai. Quand on a pris un énorme coup de placard, on pense pas à toutes ces choses-là en fait. On fait ce qu'on peut et ça se déroule plus ou moins bien. Donc le mec qui tape en premier ici, il gagne. Donc c'est la seule question que vous avez à vous poser, c'est vous restez à cette distance-là en prenant ce risque, ok. À ce moment-là, c'est à vous de démarrer. Si vous avez la possibilité de mettre de la distance, ça ne veut pas dire que le mec va pas être menaçant, agressif, tout ce que vous voulez, mais en attendant là, vous avez tous testé quand on est dans cette position-là, on se sent pas à l'aise pour démarrer. Donc il essaie de se rapprocher et ainsi de suite, ok. On se retrouve donc dans une situation où là, si ça démarre, en fait, j'aurai la possibilité de faire quelque chose, ok. Une fois que vous avez compris ça, après, peu importe ce que vous pratiquez comme art martial, vous appliquez ça sur une situation réelle, et
puis là, vous vous rendez compte que effectivement, bah, c'est plausible. Et Mika, il dit pas que des conneries. Ensuite, la semaine prochaine, on verra le troisième cercle. Alors, le troisième cercle, il comprend, on va le voir sur l'aspect de couteau, mais il comprend en fait tout ce qui est orthèse, donc couteau, bâton, tout ce que vous pouvez trouver qui va équiper la main. Et là, j'en reviens à ça aussi, c'est important, même si on va pas le voir sous cet aspect-là. C'est le principe hein, même des styles que j'ai pu étudier, notamment chez la CDS aussi. C'est la main doit être armée le plus vite possible. Ok, il y a pas, enfin, la vraie vie c'est pas un combat d'homme à homme, c'est un peu le mythe de l'homme fort. Ok, la vraie vie c'est un combat acharné. Je vais vous donner un exemple que je prends souvent pour faire comprendre un petit peu aux gens la différence sur ce qu'on a pu appeler le combat aussi violent qu'il puisse être. Vous savez tout ce que c'est un gladiateur. Donc les gladiateurs s'entraînaient dans des ludus, c'était des super pratiquants, mais contrairement à ce qu'on peut penser, ils tuaient très peu. Parce que chaque fois qu'il tuait un autre gladiateur, il fallait le rembourser. Enfin, c'est le ludus qui remboursait l'autre ludus. Donc, quand il fallait faire du show, ils s'organisaient pour faire crever des esclaves, même si les gladiateurs étaient des esclaves, mais en tout cas de basse compétence, parce que forcément, vous prenez un mec que vous formez sur une dizaine d'années, qui a beaucoup d'expérience, s'il meurt, comme on voit dans les films où ils font ça, c'est une perte énorme, d'accord? Ils mangeaient extrêmement bien. On les appelait les hommes d'orge notamment parce qu'ils mangeaient énormément d'orge pour faire du gras. Parce que le gras, forcément, bah, quand vous le faites couper, c'est moins problématique que de se faire entailler le muscle directement. Okay, ils avaient des super médecins et c'était vraiment des sportifs de haut niveau. Quoi. En fonction du ludus, bah, il y en a un c'est l'INSEP et l'autre c'est la salle municipale de la ZUP de je sais pas où. Okay, mais on retrouve plus ou moins les mêmes choses. À un moment donné, ils ont considéré qu'ils étaient des guerriers. Et ça, c'était leur plus grande erreur. Donc, tout le monde a entendu parler de Spartacus et de la révolte de Spartacus. Ben, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est-à-dire que ils ont voulu se mesurer aux légions romaines. Sauf que le légionnaire romain, qui évidemment a un niveau qui est moins technique, comme on pourrait le voir, mais du coup moins individuel et plus collectif, d'accord, qu'un gladiateur, et ben c'est un mec, il n'est pas rentré chez lui, ça fait 5 ans qu'il se tape une campagne en Germanie. Il s'est tapé les 4 saisons, l'hiver là-bas ça pique un peu. Les mecs en face, c'est pas des rigolos. Le mec, la seule manière qu'il a de rentrer chez lui, c'est mort ou victorieux pour l'Empire. Donc quand il voit arriver un gladiateur, vous imaginez bien qu'il sort pas son glaive et qu'ils se font un one-one très propre en disant bah maintenant on va se battre, allez en garde. Okay, s'ils peuvent arriver à 3 et le trucider, ils le trucident. S'il peut lui envoyer une lance avant dans le dos ou tricher, encore une fois, c'est l'expression tricher pour gagner. Voilà, ça c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Okay, le combat d'homme à homme, il est important entre parenthèses, mais il est très rituel. Et ça enlève rien au niveau technique des gladiateurs et des grands combattants aujourd'hui. Mais il faut aussi faire la différence avec le monde réel. Okay, le fantassin, le gladiateur, c'est pas tout à fait la même chose. Okay, vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Okay, moi non plus d'ailleurs. Je suis pas fantassin. Donc ce que vous pouvez faire, bah, c'est pallier à ces, comme je vous disais, le fantassin, il est moins technique que le gladiateur, mais du coup, il travaille collectivement. Vous pouvez utiliser du matériel pour vous protéger, pour apprendre à vous protéger. Vous ne serez jamais des combattants de dingue face à des situations de guérilla urbaine ou de groupes de 3-4 mecs. Il y a peut-être 10 mecs sur le méridien de Greenwich qui peuvent gérer 10 mecs en même temps, et on parle, enfin, ça sert à rien d'en parler là, mais c'est des personnes qui ont développé des facultés assez particulières. Pour le reste, il y a tout le monde, les autres, moi compris, hein, et ben on s'entraîne, et comme je vous disais, vous avez besoin d'une bonne condition physique, de pas vous baratiner, pas vous mentir. Donc ça veut dire que quand vous vous entraînez, soyez pas conciliant tout le temps, sinon bah c'est bien mais ça marche pas. Quand vous merdez sur une technique, construisez autour. C'est mon maître d'armes, mon unité qui me disait ça. En fait, on a toujours cette tendance, ah merde, attends, recommence 2 secondes. Ok, non, j'improvise et je recommence quand j'ai fini. Parce que sinon, vous mettez des barrages systématiquement. Travaillez à des distances qui soient des distances proches de la réalité. Ok, d'un point de vue synaptique, encore une fois. Ok, être à la bonne distance. Faites de la percussion. Parce que travailler, encore une fois, à main nue, c'est pas la même chose. Je suis un client des 2h du matin à la Rivoisière pour des fractures de la main, d'accord. Et croyez-moi, j'étais pas le seul dans la liste. Donc, quand on frappe à main nue, on se fait mal. Ok. Je viens du Kyoku aussi.
Donc à main nue, je connais, et je peux vous dire que même en étant expérimenté, on se fait très mal aux mains. Aujourd'hui, mes mains ramassent de tout ça, mais tout ça pour vous dire, il faut s'entraîner à frapper. C'est pas tout à fait pareil dans la réalité, ok? Mais il faut aussi s'entraîner à recevoir, ok? Faut pas, si vous êtes systématiquement dans le fantasme du combat, bah dans la réalité, ça risque d'être un peu plus compliqué. Voilà. Donc la semaine prochaine, du coup, on va voir ce qu'on fait au couteau. Je rentrerai un peu plus dans le détail. Encore une fois, il n'y a pas de technique magique, c'est de la survie. On fait ce qu'on peut. Okay. De toute façon, la self, c'est on fait ce qu'on peut. Voilà. On met le plus de choses génériques et passe-partout dans sa boîte à outils. Ça ne veut pas dire qu'on met complètement de côté les arts martiaux. Tout ce qu'il y a dedans est bénéfique. Si vous regardez, à un moment donné, bah, vous êtes au corps à corps avec un mec. Si vous n'avez jamais lutté, bah là, vous allez vous rendre compte que c'est un peu compliqué. Vous tombez au sol, si vous n'avez jamais tourné au sol avec quelqu'un et que vous n'avez pas de la technique, il faut de la technique, bah, ça va être compliqué. Il n'y a pas de technique passe-partout. Après, il faut tourner un peu. C'est la seule manière de travailler son pouvoir-faire. Je pars toujours du principe qu'il faut une bonne base en sport de combat. Donc la boxe, c'est très bien pour ça. Le MMA, c'est vraiment top aussi. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des pratiquants. Enfin, fut un temps, si tu veux, c'était un mec qui venait du JJB, qui boxait un peu, et un mec qui faisait de la boxe, qui faisait un peu de JJB. Aujourd'hui, c'est une vraie discipline avec des mecs ultra complets. Notamment, enfin, moi dans le dojo où j'enseigne, on a Greg MMA, donc c'est pas n'importe qui. Il a un niveau de malade. À son âge, il tourne encore avec tout le monde, ce qui est extrêmement courageux. Et je sais pas si vous le suivez un peu, mais il se démerde super bien avec tous les profils. Donc ça c'est génial. Donc ça c'est une super expérience de tourner avec des gens comme ça, en tout cas d'avoir la possibilité de suivre leur enseignement. Et après, bah, le scénario training, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est-à-dire de se mettre un peu en situation. On a toujours cette tendance à associer pratique martiale et plaisir. Alors, je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais moi j'ai eu plus de pas de plaisir que de plaisir, en fait. Et j'ai fait un podcast où j'en parlais en disant si les gens voyaient les trucs par lesquels j'étais passé, je suis pas sûr qu'ils auraient envie d'avoir mon niveau, en fait. Parce qu'en fait, c'est plein de trucs pas très agréables, quoi. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Donc, attention, il y a des gens qui le pratiquent pour le plaisir. Donc, et ils ont raison aussi. Ça veut dire que bah, si c'est leur ambition sur la pratique martiale, il n'y a aucune raison qu'ils le fassent autrement. Ils ont envie de pratiquer un art martial, faire des formes, faire des choses comme ça, c'est génial et j'irai absolument rien contre. Il faut juste être clair avec soi-même. Si c'est l'efficacité qu'on cherche, peu importe ce qu'on pratique, il n'y a pas d'efficacité sans la confrontation. La confrontation au réel, mais aussi à l'imprévu, à ce que l'autre peut faire. Et d'un gars à l'autre, ça va changer. Donc la seule manière en fait de le travailler, c'est déjà d'améliorer un peu son coup d'œil et sa capacité à prendre des coups, même si ça reste du sport, c'est intéressant, l'anglaise, la taille, le kick, le MMA, le sol, tout ça, il faut en faire. Et puis parallèlement à ça, il y a l'autre aspect, c'est que dans sa pratique, se mettre en situation. Et vous verrez, la semaine prochaine, on le fera avec le couteau parce que c'est assez simple. On est très vite confronté à cette problématique de mise en situation. Ça fait un peu flipper, quoi. La bagarre, c'est un peu pareil, en fait. Faut pas hésiter à tourner avec des gens plus forts. Voilà. Et, comme je vous disais, ne pas fantasmer la technique. La technique, ça fait pas tout. C'est bien, hein, mais c'est le mental qui va faire beaucoup de choses. Et après, je vous ai dit, un mec qui a un mental et qui a une force de titan, vous pouvez être la technique que vous voulez, à moins d'être dans la condition 1 et de frapper le premier, s'il est un peu exercé, il vous touche, c'est fini en fait. Et donc ça, faut s'en rendre compte en fait. Et de toute façon, en général, un être humain, quand il a en face de lui quelque chose qui est désinhibé et monstrueux, il se détend tout seul, quoi. Il joue pas, quoi. Voilà. C'est un travail spécifique en prépa physique, hein. Comme je te disais, il y a forcément un travail de force qui va être nécessaire et ensuite un travail à des pourcentages de charge, de vitesse. Donc on va déplacer une charge le plus vite possible et le cumul des deux va développer la puissance. Faudrait que je ressorte mes cours de l'école Intersport des armées, mais grossièrement c'est ça. Donc la puissance,
il faut faire de la percussion, mais encore une fois, c'est toujours pareil, il faut une bonne base physique. D'accord. J'insiste là-dessus parce que c'est très important. Je vois souvent des gens en fait qui sont pas, qui exploitent pas leur potentiel au maximum parce qu'ils ont des défaillances physiques. Quand je dis défaillance physique, j'ai un très très bon ami à moi qui est le préparateur physique, qu'il a été en tout cas sur cette Olympiade à l'INSEP, qui est un des meilleurs préparateurs physiques que je connais. On est amis d'enfants, enfin on se connaît depuis. Je l'ai connu coach sportif. On discutait de ça justement, c'est-à-dire que lui, quand il prend un athlète, il fait beaucoup haltéro, donc la puissance c'est nécessaire, et athlétisme. Souvent en fait, il manque de fondamentaux musculaires. Tu vois, un équilibre au corps, bas de corps. Donc après on en est à discuter. Effectivement, il y a des choses qui sont importantes. C'est-à-dire que si ton moteur de base il n'a pas un potentiel, tu peux mettre tous les petits trucs en plus que tu veux sur le côté. Ça fera pas de ton moteur une machine de guerre, quoi. Donc il faut déjà travailler. Et un sportif bien entraîné, il va avoir une phase dans son année où il va faire ce qu'il appelle de la préparation physique généralisée. D'accord. Où là, il va faire de la musculation. Attention, la musculation, je parle pas de bodybuilding. Tu prépares le moteur, tu prends de la force, tu rééquilibres ce qui va pas. T'es trop musclé là, trop là, ça va avoir une influence sur tes articulations au niveau des épaules, au niveau des genoux, tout ça. Tu prends un minima, c'est-à-dire un être humain normal, il faut quand même qu'il puisse soulever au moins 1,5 fois son poids sur ses jambes en squat, quoi. Alors, je balance ça comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des minima. Et à partir de là, après, tu transformes ça en spécifique. T'as un moteur qui est pas mal, t'es en forme, t'es mobile, t'es souple, t'es polyvalent. Et ensuite, tu vas le spécialiser dans le domaine qui t'intéresse, la puissance en l'occurrence. Et voilà, la puissance, l'explosivité, à mon sens, si on bascule sur du travail avec charge, l'haltérophilie, c'est ce qui se fait de mieux. C'est extrêmement compliqué, c'est une vraie discipline, il faut y passer beaucoup de temps, mais c'est utilisé par tous les sportifs de haut niveau, qu'ils soient en athlétisme ou en boxe, c'est pas pour rien. Donc voilà. Et après, t'associes ça. Si ton objectif c'est de mettre une tarte de maçon, à un moment donné, il va falloir que tu mettes des tartes de maçon, faire du spécifique, quoi. Si c'est de mettre des droites de forain, faut que tu ailles faire le forain. Tu n'es pas obligé de faire des combats de boxe anglaise ou de boxe thaï pour développer ton mental. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il va falloir que tu vives des événements compliqués, suffisamment en tout cas pour stresser et ton organisme et ta psyché, de manière à ce qu'il y ait une résilience qui se fasse. Tu peux le travailler par le travail du scénario training. Problématique du scénario training, c'est que il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome d'accoutumance au scénario. C'est-à-dire que tu peux mettre la forme que tu veux. Problématique, c'est que ton cerveau comprend vite quand c'est une simulation. Tu vois, le réel, ça a quelque chose de très pragmatique aussi, et le cerveau ne réagit pas de la même manière. Pour un débutant, le moindre truc un peu scénarisé, ça suffit. Mais tu vas très très vite t'habituer et te rendre compte que finalement ça n'a plus d'effet. Ça devient un jeu agressif, un jeu de mise en situation, mais c'est pas la réalité. Donc ça peut être utile dans un certain cas, mais il faut pas oublier malheureusement, il faut vivre des choses aussi. Alors après, ce qui peut être intéressant, c'est et ça c'est pareil, il faut bien que ça s'arrête à un moment donné, c'est juste que tes scénarios soient de plus en plus réalistes. Et dans tes scénarios réalistes, qu'il y ait du sans filet. Quand je dis du sans filet, c'est-à-dire quelque chose, un facteur qui rappelle à ton cerveau que si tu te rates, tu peux y passer par exemple. Donc tu vois, ça demande des scénarios compliqués à mettre en œuvre. Tu vois, je vais te donner un exemple. Quand tu travailles avec des chiens, par exemple, des chiens d'attaque, t'as beau savoir que c'est une simulation, le chien, il simule pas du tout en fait. Tu vois. Donc quand il est en train de te tourner autour et que c'est un malinois, ils me font flipper moi les malinois, et que c'est un malinois, tu vois, et qu'il attaque ta combi, t'as une combi de protection ou quoi que ce soit, mais même si tu sais que c'est un jeu et que tu t'exerces à garder ton sang-froid, lui ton corps, lui il est en stress. Hein. Parce qu'il sait que malgré tout, s'il décide de changer, de te mordre à la gueule, il part avec ton visage, quoi.
tu vois. Donc même si tu es protégé, tout ça, il y a quand même quelque chose d'assez stressant. Il n'est pas conciliant du tout en fait. Il y a un autre truc qui est vachement bien, qui est pas conciliant, c'est la nature. Et quelqu'un qui décide de faire une traversée d'un endroit, comment dire, assez hostile dans la nature et de se démerder tout seul, bien entendu, il vaut mieux avoir quelques connaissances. Hein. C'est une sorte de sans filet malgré tout, parce que là la nature elle est non compatissante avec toi. Elle va pas être, comme dirait David Maniz, elle est pas hostile, elle fait juste ce qu'elle a à faire. Par contre, si tu tiens pas la route, tu tiens pas la route, quoi. Donc ça, c'est des éléments qui t'entraînent à développer de la résilience. Et la résilience, elle est importante parce que du coup, tu as une manière de gérer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, notamment le stress, je parle pas des émotions, juste le stress physiologique, tu le ressens de la même manière, plus ou moins de la même manière, d'une situation à une autre. Ce qui change la situation, c'est l'émotion qui vient par-dessus se rajouter aussi, tu vois. Donc ça veut dire que si tu es habitué à te dépasser et à faire des choses qui te sortent de ta zone de confort, tu auras forcément de fait un corps habitué au stress et donc plus de facilité à dépasser certaines situations. Donc forcément, tu as une préparation mentale qui est un peu plus importante. Malgré tout, si tu t'exposes trop longtemps et trop souvent à du stress, tu t'acidifies. Et de toute façon, les situations stressantes, quelles qu'elles soient, même si c'est de l'entraînement, je balance ça encore une fois comme ça, je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais je reste persuadé d'une chose pour l'avoir vu et constaté chez beaucoup de personnes, et moi compris, tu bouffes une barre de vie en fait, que tu as pour toute ta vie. Donc à chaque fois que tu t'exposes à des situations compliquées et que tu fais résilience de ça, il y a un truc qu'on appelle le syndrome général d'adaptation, et la dernière phase du stress, c'est l'épuisement. Donc tu payes une dette. Et plus tu stresses ton organisme, plus tu as une dette forte à payer. Et plus tu payes de dette, plus ta barre d'énergie, qui est la même que tu as pour toute ta vie, elle diminue. Tu vois. Et les grands guerriers, dès qu'ils partaient en retraite, ils mouraient dans les 10 ans, quoi. C'est pas pour rien. Ou alors ils glissaient dans l'escalier alors que le mec il avait survécu à des croisades, quoi. Tu vois. Des morconnes ou d'une chaude pisse, alors que le mec pendant des combats et des machins, il s'était tapé des infections pires, il n'était pas mort, il n'y avait pas de pénicilline à l'époque. Donc je te dis, je pense ça reste dangereux. Voilà. Si on peut l'éviter quand même. Le Kyoku, j'ai pas l'opportunité de continuer pour une bonne raison qui est que tu te blesses malgré tout assez souvent et que ça demande une exigence de pratique. Enfin, j'en ai fait 7 années quand même, donc c'est difficile de concilier ça et mon autre boulot qui est extrêmement prenant, où là pour le coup je suis en activité semi-physique presque tout le temps. Donc voilà. La pratique, alors c'est pas tant le Wing Chun que j'ai travaillé, c'est plus le Jeet Kune Do, mais j'ai assisté à des stages de Wing Chun à droite à gauche aussi. Je le pratique au mannequin, ouais. Après, c'est toujours pareil, j'oriente ma pratique. Il y a des choses, si tu veux, que j'ai tellement travaillé que c'est pas que j'ai plus besoin de les travailler, mais ça reste. Et d'autres choses qu'il faut qu'en permanence je maintienne en état. À partir du moment où j'ai choisi d'agrandir mes cercles de combat, j'ai eu de plus en plus de trucs à travailler. Donc sur la partie main nue par exemple, j'ai beaucoup plus bossé sur le couteau et sur le bâton ces dernières années, parce que j'avais une vraie demande par rapport à ça et que c'était le truc où j'étais pas le moins calé, mais qui demande le plus d'entretien. Comme je te dis, quand ça marche pas, le constat il est immédiat en fait. Tu vois, t'as pas de gants, t'as pas de machin, tu mets un casque, tu prends un stick, tu mets des gants de hockey et tu te fous sur la gueule, tu vois vite ton niveau en bâton en fait. Peu importe ce que tu peux aussi fantasmer sur la technique de bâton. Le couteau c'est pareil, dès que tu fais de la mise en situation, c'est du clinch et du corps à corps. Donc là c'est pareil, si tu manques un peu de force et de grip, tu sais pas gérer un bras en arm drag comme c'est fait en lutte par exemple, putain ça devient un enfer. Le mec il te jette en l'air et au bout de 2 minutes tu constates que tu t'es fait piquer. Voilà, donc j'ai plus concentré mon travail là-dessus ces dernières années.
et le tir. Méditation, je travaille Taiki depuis plusieurs années. Pour ceux qui Taiki, c'est comme le Tai Cheng Chuan ou Yi Chuan. Voilà, bon, non, je vous en parlais déjà. J'ai découvert ça avec le Kyoku à l'époque, en partie avec mon sensei de l'époque et ensuite avec Xian Legré. En gros, c'est un Qigong avec une implication sur le combat. Donc il y a une partie santé, tout ça. Ensuite, je soulève des trucs lourds, le plus souvent possible. Je fais énormément de postural, comme je suis très abîmé. J'ai une fracture de fatigue à la colonne. J'ai plus de cartilage au genou droit. Enfin, tu vois, j'ai un cumul de conneries. C'est la rançon d'avoir commencé très tôt. Et j'ai pas une bonne génétique à la base, comparé à, vous voyez, l'ossature d'un Greg MMA et vous voyez la mienne. On n'est pas du tout sur la même catégorie, quoi. Donc je travaille beaucoup en force pour développer cette partie-là. Mobilité, extrêmement important. Donc ça, pareil, j'ai mon rouleau de massage. Je le passe tous les jours quasiment. Et on en parlait juste avant de venir. Je suis en train d'expérimenter d'autres trucs sur les états modifiés de conscience notamment. Donc un truc qui s'appelle la transe cognitive auto-induite. Donc je suis pas un adepte je vous ai dit des trucs qui stressent le corps, mais plus les trucs qui musclent l'esprit. Donc il y a plein de manières de travailler ça et ça fait partie des choses, enfin en tout cas je vous dirais, puisque je l'ai pas encore expérimenté. J'ai déjà expérimenté la transe et d'autres éléments d'état modifié de conscience, notamment par l'hypnose et d'autres trucs. Donc tout ça, c'est des éléments qui, à mon sens, peuvent être importants, notamment l'auto-hypnose. C'est un truc que je travaille sur mes trucs de méditation en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis très focalisé sur le premier cercle, plus que sur les autres. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, quand tu as accumulé des dictionnaires de techniques, c'est très bien, mais encore une fois, l'arme qui est derrière tout ça, c'est le cerveau. En bout de la chaîne, c'est le cerveau. Quand je switch, ça m'est pas arrivé des milliers de fois, hein. Le peu de fois où ça m'est arrivé, des vrais switch, je me pose absolument aucune question. Voilà. Je fais ce qu'il y a à faire. Les 2 dernières fois, j'étais littéralement témoin un peu du truc. Enfin, en tout cas, je me souviens même pas de tout en fait. Ça a déroulé tout seul. Et ma chance, c'est qu'il y avait un témoin que tu connais, Bruno. Et Bruno, qui est un ami, qui était un élève, il était là. Donc, il a pu me raconter l'histoire parce qu'il y a des parties qui m'ont un peu échappé, quoi. Voilà. Mais c'était parfaitement exécuté, c'est tout ce que je sais. Donc, et moi, à l'inverse, j'étais pratiquement en dissociation. Donc ça fait partie des éléments que je travaille là-dessus, c'est d'être capable d'être un peu en pilote automatique. Donc forcément, ça a apporté les fruits que j'attendais. C'était pas prévu du tout, hein, cette situation. Pour vous dire, je sortais d'un stage de Qigong, donc j'étais extrêmement détendu. J'avais passé la journée, avec Maître Kallenbach en plus. Donc j'étais super content de ma journée et il arrive parfois que les choses tournent mal. Voilà, j'ai eu une panne en scooter et les choses ont dégénéré derrière. Je vais pas en parler trop en vidéo parce que si ça se trouve le mec va me retrouver après. Il dira ah, putain c'était lui cet enculé. Et ça m'a. Et donc non, en fait je me pose pas trop cette question. En fait moi j'ai un gros seuil de lucidité parce que je garde vraiment bien mon calme de manière générale. Donc la plupart du temps, il n'y a pas grand chose qui me stresse. Donc j'arrive vraiment à sortir des situations emmerdantes sans en venir aux mains ou ce genre de trucs. J'ai pas spécialement d'ego par rapport à ça, je sais ce que ça peut coûter. Voilà. Après si je me sens en danger, c'est autre chose. Et là, j'appuie sur on et je laisse faire. J'ai 2 projets en cours dont je parlerai pas tout de suite, mais ouais, ça fait partie des trucs. Pour faire simple, il y a un bouquin qui est axé sur le tir et un bouquin qui est axé sur le tir entre parenthèses, ce que j'ai appelé Teppo Jutsu, qui est en gros c'est le terme qui était utilisé par les Japonais dans le Japon féodal pour l'utilisation des armes à feu.
Donc c'était des arquebuses à l'époque, mais il tirait plus sur des mecs qu'il les coupait au sabre, contrairement à ce qu'on peut croire aussi, parce que forcément c'est beaucoup plus simple. C'est Musashi qui disait même que c'était l'arme ultime et que le sabre c'est vraiment pour finir les mecs, quoi. Et le deuxième, c'est sur le premier cercle, justement, sur lequel je bosse depuis un petit moment maintenant. La vigilance anticipative, ce qui la développe, d'une part, c'est d'avoir conscience des enjeux. Si tu as conscience qu'on ne vit pas dans un monde, je te disais, même s'il n'est pas si violent qu'on ne le croit, voilà, on connaît tous ces gens qui sont complètement inconscients et à qui il arrive tout le temps des trucs et ils les voient pas venir. Voilà. Donc déjà c'est la première chose. Et la deuxième chose après, c'est encore une fois toutes tes connaissances en lien avec l'aspect criminel, quel qu'il soit, vont être des informations qui vont orienter ta vigilance. Pense à un truc, un officier de police judiciaire va pas voir les mêmes choses que toi, tu vois. Un flic qui est en week-end avec sa famille, il perçoit des trucs que tu percevras pas forcément. Ça veut pas dire que c'est imperceptible pour toi, c'est juste être en mesure de lire les signaux faibles. Plus tu développes ça, donc en accumulant les mêmes connaissances que le policier dont je te parlais ou autre, tu vois, plus tu vas prendre l'habitude d'avoir une espèce de vigie permanente, qui est pas forcément, t'es pas paranoïaque, tu vois. C'est juste que tu vois plus de choses que les autres. Tu vois, je prends un autre exemple, un menuisier, quand il regarde un meuble, il va pas voir les mêmes choses que toi, tu vois. Moi, quand je regarde un film, dès qu'il y a des flingues, j'ai envie de pleurer des fois. Et donc en fait, chacun fait son truc. Mais c'est juste de la connaissance accumulée, en fait. Donc rien ne t'empêche, toi, d'accumuler les bonnes connaissances, de t'intéresser à les chiffres en criminologie actuelle, qu'est-ce qui se passe, quels sont les crimes les plus commis, c'est quoi les modes opératoires, et du coup quand tu vois un mec faire un truc, ça attire ton attention. Voilà comment ça se développe.